Vous êtes nombreux à vous demander comment il se fait que le monde aujourd'hui semble se diviser. Avez-vous l'impression de ne plus reconnaître vos amis, vos proches, vos collègues de travail, finalement, le monde qui vous entoure? Dans cette nouvelle émission, vous allez embarquer dans l'univers de l'ingénierie sociale, ou comment on fabrique votre consentement. J'ai demandé à Philippe Bobola, physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste, de nous embarquer dans un voyage en plusieurs épisodes. Le but du voyage ? Comprendre d'où viennent nos comportements d'aujourd'hui. Votre mode d'emploi, le connaissez-vous ? Le premier train est prêt à partir et vous emmènera à travers 10 étapes fondamentales à comprendre sur une personne que vous ne connaissez peut-être pas si bien que ça. Vous. Alors les amis, comment vous a-t-on distrait ? Et si finalement, le monde était sous hypnose ? Bienvenue dans la première étape du voyage. Bienvenue dans l'ingénierie sociale. Premièrement, la distraction. Quoi de mieux qu'un peuple distrait ? Vous aimez la télévision ? Les séries ? Les émissions ? Finalement, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on ne décroche plus. Des heures passées à ingurgiter sans résistance. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en mode distraction, vous êtes en état d'hypnose et votre esprit critique s'est envolé. Finalement, quoi de mieux qu'un peuple distrait ? Ça laisse la place pour préparer le terrain quand l'heure sera venue. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je suis vraiment de super bonne humeur. J'ai avec moi Philippe Bobola. Bonjour Philippe. Bonjour Emma. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, c'est une émission toute nouvelle et je suis vraiment heureuse de commencer cette aventure avec vous. Alors, je vous présente encore pour les personnes qui ne vous connaissent pas, il y en a encore un tout petit peu, mais vous êtes vraiment un monstre dans votre domaine et surtout que vous avez quand même 4 casquettes qui sont particulières et qui vont nous aider maintenant. On va décortiquer beaucoup de choses. Dans tout ce qui a trait à l'ingénierie sociale, la fabrique du consentement, vous êtes donc physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste. Vous avez encore des personnes en consultation, vous me disiez tout à l'heure. Waouh, je pense qu'on a un sacré programme devant nous. Et les amis, je pense que vous avez vu récemment une vidéo qui a été postée sur ma chaîne qui s'appelait « On a fabriqué votre consentement » avec 10 étapes. Cette vidéo a fait plus d'1 million de vues en 10 jours sur mes réseaux. Donc après, je sais que vous avez été nombreux à la reposter. Donc on ne sait pas aujourd'hui le nombre exact de vues. Il se trouve que Philippe Bobola, que vous avez aujourd'hui avec nous, eh bien, a fait une conférence qui a été diffusée sur Nexus il y a à peu près, peut-être, je crois que c'était début octobre, non ? Le 15 octobre à Lyon. Ah oui, bah oui, c'était le jour de mon anniversaire. Le C'était un 15 beau octobre à cadeau. Lyon, elle a été montée 3 jours après. Voilà, c'est une conférence de plus de 2h30 qui reprenait ces points-là. Et Philippe a eu la gentillesse, et je suis vraiment heureuse, d'accepter ma proposition pour vous emmener, les amis, dans un voyage qui va se faire en plusieurs vidéos sur la fabrique du consentement. C'est un thème que vous avez demandé en masse, c'est un thème qui me passionne. Philippe, vous êtes un expert là-dedans, vraiment brillant conférencier aussi depuis de nombreuses années. Et là, on va rendre digeste finalement le mode d'emploi de votre fonctionnement. Comment finalement la démocratie opère, puisqu'on est tous en train de parler de démocratie, on se rend compte qu'on la perd, mais est-ce qu'on l'a vraiment déjà eue ? Comment on fabrique un consentement ? Comment on va vous aiguiller ? Pourquoi aujourd'hui vous pensez à certaines choses qui peut-être il y a 6 mois, 12 mois ou quelques années vous semblaient aberrantes, et comment ça se fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous vous dites, c'est tout à fait normal ce qu'on vit. Finalement, les mesures sont absolument légitimes. On va parler de façon générale sur des concepts qui sont intemporels. Et on va commencer cette vidéo, Philippe, en tant que physicien, vous aviez envie de rappeler ce qu'est la méthodologie scientifique, parce que là, je crois qu'il va falloir peut-être remettre un petit peu l'église au milieu du village.
Oui, alors pendant de nombreux siècles, les scientifiques, les mathématiciens, les physiciens ont essayé de savoir ce que c'était un discours scientifique. Évidemment, à l'époque, ils avaient une lutte contre la théologie qui avait un discours très dogmatique. Alors, on a quelques philosophes qui ont donné des pistes. Alors, le sociologue allemand Max Weber disait: la science ne cherche pas la vérité, elle pose des problématiques. Mais quand on a posé une problématique, d'autres scientifiques vont s'atteler à cette problématique et peut-être l'amener dans d'autres directions. Donc, on n'a pas un caractère rigide. Ensuite, il y a un philosophe français, Gaston Bachelard, qui disait la science s'oppose aux a priori, c'est-à-dire ce qu'il appelait les obstacles épistémologiques, c'est-à-dire qu'on a des fois tendance à lire un phénomène selon nos sens, alors que quand on l'étudie en profondeur, eh ben c'est l'inverse. Par exemple, on a tendance à dire que la vitesse de chute d'un corps est proportionnelle à sa masse. C'est faux. C'est la vitesse de résistance à l'air qui fait qu'un kilo de plume ou un kilo de fer ne vont pas tomber à la même vitesse. Et donc, ça s'opposait à la physique d'Aristote. Et donc, à l'époque, la physique a essayé de comprendre ce qui était derrière nos sens. Et donc, Alexandre Coré a dit la physique explique le réel par des théories qui ne sont pas forcément celles que nos sens voient en premier. Et un des philosophes qui a d'ailleurs inspiré Soros, d'ailleurs Soros a détourné le travail, c'est Karl Popper, un Autrichien qui dit il y a science s'il y a critère de falsifiabilité ou réfutabilité. C'est-à-dire que si un modèle fonctionne tout le temps, eh bien, ce n'est pas un modèle scientifique. Il appelle ça un programme d'études métaphysiques. Par exemple, on peut par exemple tout ramener en psychanalyse à l'inconscient. C'est l'inconscient, c'est l'inconscient, c'est l'inconscient. On peut ramener tout à l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie, sans vraiment réfléchir sur qui gouverne l'économie. De même, on peut dire que tout est génétique ou tout est évolutif. Et donc, ça ne fait pas forcément un discours scientifique. Il faut que la théorie en question puisse montrer dans quel domaine elle s'applique et où elle ne s'applique plus. Donc, généralement, on a un problème, on va dégager une théorie provisoire, on va la tester, on va éliminer ce qui ne va pas dans la théorie, ça mènera le problème à être posé différemment, comme disait Max Weber, et de problématique en problématique, de problème posé en problème posé, eh bien, le problème va évoluer. Et quant à Hermé Lakatos, qui était mathématicien, il disait, dans toute théorie, il y a un noyau dur qui ne bouge pas, qu'il appelle l'heuristique négative, et une partie de cette discipline scientifique qui va accepter le changement. C'est l'heuristique positive. Si on prend la physique, par exemple, l'élément fondamental de la physique, c'est l'atome. L'élément ultime de la matière, c'est l'atome. Donc, il y a plein de théories sur l'atome. Il y a plein de théories sur les interactions atomiques. Mais il reste toujours ce noyau dur, heuristique négatif, qui ne changera pas. Ou alors, il faut beaucoup que de preuves s'accumulent pour qu'il puisse changer. Et quand, à un moment donné, une discipline bascule, ça s'appelle un changement de paradigme. C'est qu'un physicien et philosophe qui est à l'origine de ça. Donc, quand on entend le discours médiatique, il n'y a pas de place à dire est-ce que ça s'applique ou est-ce que ça ne s'applique plus. Par exemple, on ne peut plus questionner les bien-fondés des mesures gouvernementales ou se questionner sur les bien-fondés d'un traitement. Vous voyez ? Donc, à ce moment-là, on n'est plus du tout dans un discours scientifique, mais dans un discours dogmatique. Et c'est bien la différence entre un dogme et une théorie. La théorie est un système ouvert, le dogme est un système fermé. Dès qu'on veut attaquer un dogme, il y a tout un tas de prêtres qui viennent s'opposer et veulent absolument défendre. Donc, le dogme est un désir d'éternité, il veut rester tel qu'il est, alors que la théorie, elle est capable de flexibilité, de souplesse, d'évolutivité. Voilà ce que je voulais dire. Les amis, vous vous souvenez que dans cette conférence, pour ceux qui ont vu votre conférence le 15 octobre, ou dans le film monté « On a fabriqué votre consentement », on avait 10 étapes qui étaient bien distinctes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer étape par étape pour aller plus en profondeur, puisque là, on a vraiment besoin d'aller chercher les raisons aujourd'hui de notre état de société. Comment ça se fait que maintenant, on ne peut plus questionner? Comment ça se fait qu'on assiste à des noyaux de famille qui explosent, avec des personnes d'un côté qui questionnent justement, qui remettent en perspective, et puis d'autres qui, on va dire, qui sont dans une peur terrible, sans finalement plus avoir la capacité de réfléchir.
il y a ce premier point que vous aviez évoqué, qui était la distraction. Mm. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on commence par la distraction? Oui, on peut commencer par la distraction. Les médias en permanence bottent en touche les actualités qui sont dérangeantes pour le gouvernement et mettent en avant des écrans de fumée. Donc l'art de distraire le peuple, ça a toujours été un art que les gouvernements ont su utiliser. Si vous prenez Rome, on disait panem et circenses, du pain et du cirque. Finalement, quand on regarde l'histoire de la Rome antique, beaucoup de grands propriétaires fermiers avaient avalé les petits propriétaires qui étaient romains, donc ne pouvaient pas être mis en esclavage. Et ils ont fini par habiter Rome, puisqu'ils n'avaient pas vraiment d'autre solution. Et comment on pouvait canaliser ce peuple qui avait des raisons d'être mécontent? Par les jeux de cirque, les gladiateurs, et puis on leur donnait le pain nécessaire. Voilà. Vous avez certaines régions, par exemple au Maroc, à Essaouira, on donne à la population la plus défavorisée le minimum vital pour qu'il n'y ait pas de révolte. Et donc, les gouvernements ont toujours su jongler entre le minimum vital qui évite les grandes révoltes, révolutions, et puis, effectivement, savoir botter en touche pour que ceux qui ont ne se posent pas la question de ceux qui n'ont pas. C'est vrai que vous me parliez tout à l'heure de ce fameux 1%. On se dit comment ça se fait, par exemple, qu'aux États-Unis, on arrive à contrôler autant de personnes, et dans le monde d'ailleurs. Quelle est finalement la recette miracle pour contrôler les gens avec la distraction quand on sait qu'il n'y a que 1% de personnes, enfin plus ou moins 1% de personnes, qui prennent ces décisions-là? Il y a déjà le style de vie. Les gens, quand ils rentrent du travail, ils sont fatigués. Ils ont envie de se distraire, d'autant plus qu'on n'a plus vraiment de sens dans le travail qu'on fait. Donc, voilà. Ensuite, je pense que les gens ont décidé de démissionner, c'est-à-dire ils s'en remettent au pouvoir en leur faisant confiance. Et on voit bien qu'il y a une grasse crise de confiance actuellement vis-à-vis du gouvernement. Ensuite, la télé a fait intrusion dans nos foyers et donc la télé distrait, voilà. Et effectivement, le monde de la distraction avait été déjà, comment dirais-je, mis en avant dans les années 60. On s'était rendu compte que la société de loisirs, comment dirais-je, abêtissait, on peut le dire, l'esprit critique et amenait les gens à plus chercher un hédonisme que ce que les Allemands appellent un Gemeinschaftsgefühl, c'est-à-dire un sens communautaire. Vous avez parlé dans votre conférence aussi, on entend souvent le nom d'Edouard Bernays, qui a amené on va dire, démocratiser enfin surtout donner accès aux femmes la cigarette. Alors c'est vrai que je sais que vous êtes nombreux les amis à connaître le CV d'Edouard Bernays, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, on va dire ces grandes lignes. Est-ce que vous pourriez nous faire un rappel par rapport à ça? Parce que ça a énormément changé la façon de consommer aussi aux États-Unis et tout l'apport du Oui, donc Edouard Bernays est le neveu de Freud. Il a émigré aux États-Unis et il a commencé sa carrière dans la publicité. La publicité, c'est l'art d'orienter le désir des gens. On peut dire que la publicité, c'est aussi un art de neutraliser l'intelligence des gens pendant quelques instants pour qu'ils puissent acheter quelque chose qu'ils regretteront après d'avoir acheté. Édouard Bernays, dans son livre principal, Propaganda, définit ce qu'il appelle l'orientation de l'opinion publique, qu'on a appelé par la suite la fabrique du consentement. C'est Noam Chomsky qui a utilisé cette expression de la façon suivante. La manipulation consciente et intelligente des opinions et habitudes arrangées des masses est important dans la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible et dirigent véritablement ce pays. Voilà, tout est dit les amis. Voilà. Donc il fallait un gouvernement invisible, et là il est devenu visible, ce qui fait que l'ingénierie sociale est mise en difficulté, pardon. Et dans un autre ouvrage qui s'appelle L'ingénierie du consentement, écrit en 1955, il dit « Ceux qui comprennent la logique et le comportement d'un petit groupe peuvent manipuler les masses à leur insu et à leur goût. » Voilà, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, si vous comprenez comment fonctionne un petit groupe. Alors, le coup d'éclat d'Edouard Bernays, ça a été d'amener les femmes qui ne fumaient pas à l'époque. Fumer n'était pas accepté par la société. Fumer, c'était souvent associé à une femme de mauvaise vie.
Donc, il a organisé une retraite au Lampion de femmes qu'il appelait les Brigades de la Liberté, qui revendiquaient, c'était l'époque des suffragettes, d'avoir des droits comme les hommes, et fumer était associé à la liberté. Ensuite, il a organisé dans les magazines des photos, comme on disait à l'époque, des pin-up fumés. Les vedettes d'Hollywood se sont mis également à fumer, notamment Marlène Dietrich, qui fumait avec un fume-cigarette. Et progressivement, fumer, c'était un signe d'émancipation pour la femme. Et effectivement, les sociétés de tabagie ont vu leur vente multipliée par 3. Voilà, Marlboro, etc. Il a aussi un rôle pour l'entrée en guerre des États-Unis, il me Oui, tout à semble. fait. Oui, tout à fait. Il a réussi à changer l'opinion des gens et amener les États-Unis à rentrer dans la Première Guerre mondiale. Il a également manipulé l'histoire, puisque le petit déjeuner à l'américaine avec du bacon, etc., ça n'existait pas avant les années 20. On mangeait un peu à la française avec du pain, etc. Donc, il a réussi aussi à manipuler l'histoire. Et donc, le petit déjeuner à l'américaine, le déjeuner anglo-saxon, est devenu vraiment une identité culturelle. Et puis surtout, après, il a travaillé avec la CIA et le FBI pour déstabiliser certains pays, notamment les pays d'Amérique du Sud, et il a fait tomber des présidents pour installer à la place des dictatures. Voilà à peu près le CV d'Édouard Bernays, qui est passé de la publicité en passant par l'art de manipuler les opinions. Et il a très bien compris qu'il fallait maîtriser les médias. Et donc, il ne faut pas oublier que Goebbels, qui était responsable de la propagande Staffel, a été un passionné d'Édouard Bernays. Et même Obama a été quelqu'un qui s'est extraordinairement inspiré d'Édouard Bernays. Mais il faut dire que Édouard Bernays lui-même a été inspiré par Gabriel Tardet, qui le premier, avec Gustave Le Bon, s'est intéressé à la psychologie de foule. Et donc pour Gabriel Tardet, quand on est dans une foule, on imite les autres et on perd en quelque sorte son libre arbitre. Il disait que l'imitation est un processus fondamental de la réalité sociale et c'est ce qui permet de transformer l'individuel en collectif. Et Gustave Le Bon, lui, va s'intéresser aussi à la psychologie de foule et il va se rendre compte que finalement, dans une foule, on est dans un état de suggestion hypnotique. Il parle même d'une sorte de personnalité collective. Et donc, c'est ce qui a inspiré Bernays, qui a prolongé les travaux de Gabriel Tardet et Gustave Le Bon pour en faire les bases de l'ingénierie sociale. Alors, le mot est fort, vous voyez, ingénierie sociale. Ah oui. Ingénieur, on mesure, on quantifie, et social, ça veut dire qu'on peut vraiment quantifier les mouvements sociaux, les opinions. Alors, ça a été renforcé grâce aux réseaux sociaux. On peut même se demander si les réseaux sociaux n'ont pas été créés et disons, stimulés par l'ingénierie sociale, de façon à pouvoir, avec des ordinateurs, des psychologues, avoir accès en temps réel aux opinions des gens et de changer les discours de façon à pouvoir amener les gens dans la direction que le gouvernement souhaite. Alors Philippe, nous on se pose une question là avec toutes les personnes qui écoutent cette vidéo. Quelle est la différence entre la psychologie d'un individu et la psychologie d'une foule? Parce que Bernays, si on écoute sa fille qui témoigne, elle nous dit que son père, donc Édouard Bernays, était absolument incapable de discuter avec une personne. C'était quelqu'un qui n'avait aucune notion de ce qu'était l'individu. Lui, il raisonnait en masse. C'était la foule. Il envisageait les individus comme un troupeau. Quelle est la différence, vous qui êtes aussi avec cette approche en psychanalyse, avec évidemment vos composantes, puisque vous avez tellement de casquettes que vous avez pu faire votre méthode, mais quelle est la différence entre un individu et une foule dans la façon de fonctionner? Quand vous êtes dans une foule, déjà, il y a une autre dimension qui vient se jouer, c'est votre personnalité, comment vous êtes perçu par l'autre, comment vous voulez être perçu. Quand vous êtes seul chez vous, vous avez un comportement qui est différent quand vous êtes seul devant votre glace que quand vous êtes dans une foule. Donc, il y a plein de facteurs qui viennent s'ajouter, et ça, c'est le domaine de la psychologie sociale.
notamment des enjeux de position. Par exemple, moi j'avais fait une expérience, si vous arrivez dans un dîner, vous dites « je suis plombier ». Vous allez systématiquement être remis en cause lors de la discussion. Si vous dites « vous êtes physicien, théoricien », plus personne ne bouge. Quelle est la différence? Vous avez les mêmes propos, simplement c'est le statut. Donc déjà, en psychologie sociale, le statut social est très important. Il ne faut pas oublier que nous avons une dimension animalière, nous sommes des mammifères. Et donc, par exemple, pourquoi on insiste tant sur l'intelligence exceptionnelle des gouvernements et en particulier des présidents? C'était très amusant, il y a quelques semaines, il y avait un PowerPoint qui circulait sur Internet, vous l'avez peut-être vu, où on quantifiait l'intelligence des différents présidents. Ils avaient tous au moins un QI de 135. Dans le monde des animaux, quand un animal est dominant, il a la force physique et aucun des membres du groupe ne va le contester. Par contre, quand la vieillesse va affaiblir l'animal, il sera remplacé par un nouveau dominant et c'est la règle. Donc déjà, la position sociale fait que vous n'allez pas réagir de la même façon. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les habitus. En fonction de vos origines sociales, vous n'aurez pas aussi la même position. Donc tout ça va jouer dans votre positionnement collectif et ça sera différent parfois de votre positionnement individuel. Alors il y a une expérience qui montre aussi que la pédagogie est là pour nous amener à être soumis à l'autorité. Et donc un psychosociologue du nom de Stanley Milgram a fait une série d'expériences. Alors, je vais vous l'exposer comme il l'exposait aux personnes qui étaient testées. Donc, Stanley Milgram est un professeur en titre, donc il passe une annonce dans un journal local pour recruter 2 personnes, une qui va être expérimentée et l'autre qui sera expérimentateur. Stanley Milgram est professeur à New Haven. Il est professeur en titre et donc, lors du rendez-vous, évidemment, il a le signe distinctif du professeur, c'est-à-dire à l'époque une cravate, une blouse blanche. On tire au sort. Une personne sera expérimentée et l'autre sera l'expérimentateur. Quelle est l'expérience qu'on veut tester? On veut tester l'influence de la douleur sur la mémorisation. Donc, celui qui sera expérimenté, on va lui donner une liste de mots avec des couleurs associées. On lui lit une fois et ensuite, celui qui va être l'expérimentateur va délivrer 15 volts à chaque fois que la personne interrogée sur un mot ou la couleur ne répondra pas juste. Et donc, c'est marqué en gros sur la console, à l'époque, c'était des gros appareils, 450 volts mortels. Ce que ne sait pas celui qui va délivrer les décharges électriques, c'est que celui qui va être expérimenté est un comparse. Il ne va pas recevoir de décharge électrique, mais il va adopter un comportement. Par exemple, à 70 volts, il va gémir. À 120 volts, il va se plaindre de souffrance. À 135 volts, il va hurler. À 150 volts, il supplie qu'on arrête l'expérience. À 250 volts, il va pousser un hurlement. Et à 300 volts, il dit « je ne réponds plus du tout ». Et donc, à chaque fois qu'il y a une mauvaise réponse, il y a 15 volts donnés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on est dans... Alors, les résultats sont différents si l'expérimentateur et l'expérimenté sont dans la même pièce. Voilà, si ils se voient pas ou ils ne s'entendent pas, c'est pas les mêmes choses. Donc, si on prend les conditions optimales, il y a l'expérimentateur, l'expérimenté et Stanley Milgram qui est là pour surveiller que les opérations se déroulent bien. Alors, voilà les résultats. Il y a 65% des personnes testées entre 1960 et 1963, ça représente à peu près 630 personnes. 65% vont jusqu'à des doses de 370 volts pour une somme modeste, puisqu'ils touchaient 4,50 $ pour le déplacement. On se rapproche des 450 volts. Si effectivement le Stanley Milgram n'est pas présent, eh bien, on aura 20,5% qui iront jusqu'à des doses de 315 volts. Si ça se fait en dehors de l'université, vous voyez, le lieu est très important, eh bien, il y aura 40,7% des gens qui iront jusqu'à 275 volts. Et si on laisse libre la personne de délivrer ou pas les décharges électriques, c'est 2,5% qui iront au maximum jusqu'à 80 volts. Alors, ce qui est intéressant dans l'expérience, c'est que quand, à un moment donné, un deuxième professeur avec la même blouse blanche, aussi titré que Stanley Milgram rentre,
La personne qui était prête peut-être à aller jusqu'à des doses élevées, quand même 370 volts, arrête immédiatement parce que c'est plus cohérent, parce qu'il y a un conflit. La deuxième autorité va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette expérience? Il n'y a jamais eu de lien entre la douleur et la mémoire, et la personne arrête. Donc, elle va être soumise à une autorité qu'elle reconnaît comme telle, l'autorité scientifique, avec un psychosociologue dans une université New Haven, avec un laboratoire avec plein d'appareils. Elle est prête à aller jusqu'à des doses qui se rapprochent des 450 volts au nom de la science. Alors, ce qui est intéressant… Est-ce qu'ils ont testé une deuxième personne qui rentre dans la pièce et qui n'est pas en blouse blanche, par exemple, oui. la secrétaire? Oui, ça n'a pas le même effet. Ça perturbe un peu, mais on repart. Alors, il y a aussi un moment clé, c'est qu'à un moment donné, quand expérimentateurs expérimentés sont dans la même pièce, les électrodes de la personne, le comparse, se détachent de la peau, et à ce moment-là, il y a un contact physique entre les deux hommes pour essayer de créer un problème moral, quoi. Alors, ce qui est intéressant, si on revient, le professeur Didier Raoult a joué le rôle de deuxième autorité vis-à-vis de toutes les petites autorités qui pouvaient graviter en France. Et donc, il a joué un rôle considérable, ne serait-ce que dans sa position au départ. Après, il a été rejoint par Toussaint, Péronne et d'autres. Mais au départ, il a joué un rôle considérable parce que sinon, il y avait un consensus. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une sorte de confrontation vis-à-vis d'une autre autorité qui ne serait pas d'accord avec la première, eh bien, on va jusqu'à des doses élevées. Alors évidemment, les gens ont tout de suite dit, oui, mais c'est des sadiques. Non, le sadisme, ça touche 1% des gens, mais à 65%, les 2/3 de la population. Et pourquoi? Parce que la personne, elle investit du respect vis-à-vis de l'autorité scientifique, ce qui commence à ne plus être le cas. Et que la science, à l'époque, était considérée comme recherchant la vérité et non pas essayant de s'arranger avec les forces financières. Donc, voilà. Alors, les amis, si vous n'avez pas vu cette vidéo sur ma chaîne, vous pouvez la retrouver. Ça s'appelle « Le jeu de la mort ». Donc, merci d'avoir parlé de cette expérience, Philippe. Ils ont refait la même expérience il y a quelques années. Ça a été un projet qui a été cofinancé par 2 chaînes de télévision. Et puis, je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, mais ils ont refait la même expérience, simplement qu'ils ont voulu voir quel était le rôle de l'autorité médiatique. Donc, ils ont fait un faux jeu télévisé et ils ont remplacé la blouse blanche par une présentatrice TV. Donc, tout le monde était dans le coup, sauf les personnes qui venaient, soi-disant officiellement, pour tester un nouveau jeu télévisé. Donc, tout a été remis dans la même configuration avec que des comparses. Et en fait, ils se sont rendus compte, et on va dire le scientifique qui était à la tête de cette expérience était horrifié à la fin parce qu'ils ont monté le pourcentage à 80% de candidats ont été jusqu'à des doses potentiellement mortelles pour le pauvre, oui. Le pauvre acteur qui jouait le jeu. Au bout d'un moment, il répondait même plus, il se prenait des décharges, il n'y avait plus. Et on va dire le candidat qui était piégé d'une certaine façon ou testé, il continuait, il sentait la pression de la femme qui était la présentatrice TV dans cette expérience, en fait, a donné des résultats encore pires que l'expérience de 1000 grammes des années 60. Et vous pouvez retrouver donc cette vidéo que je vous avais mise avec tout le reportage d'époque qui s'appelle « Le jeu de la mort » sur ma chaîne. Donc là, on voit bien, effectivement, pour revenir à ce numéro 1, dans les points de ces fameux 10 points, qui était aussi issu de votre conférence, la distraction, le rôle des médias, le fait d'être dans un univers télévisé, c'est un petit peu comme si on confirmait le bien fondé des informations qu'on nous donnait. Quand on est devant notre télévision, est-ce qu'on remet en question ce qu'on voit? Est-ce qu'il y a un état d'hypnose? Oui, il y a un état d'hypnose, on ne remet pas toujours en cause ce qu'on reçoit par l'information. Et puis, il y a un décalage, c'est-à-dire que les gens n'ont pas perçu que les médias étaient là pour les duper, pour les orienter, pour leur donner des informations qui sont tout sauf objectives et scientifiques. Et la télé, sa force, c'est qu'elle pénètre en nous. Vous voyez, si vous êtes dans un état micro-dépressif, vous aurez du mal à lire, mais vous pourrez regarder la télé vous envahit. Comment c'est possible, ça? Comment c'est possible qu'on n'arrive pas à décrocher quand on est devant la télévision, même si on est fatigué, alors que quand on ouvre un livre, on lit 2 pages et on tombe de sommeil?
Je pense que ça agit sur des zones cérébrales différentes. Ça met les gens dans un état d'hypnose. On voit bien, les gens sont fascinés. Vous avez une télé qui est allumée, puis vous avez des gens qui mangent. On voit les gens qui veulent regarder. Il y a une fascination pour la télé allumée, comme les enfants sont fascinés. Si vous regardez un enfant, dès que vous allumez la télé, ça le fascine, quoi. Tous les dictatures ont compris l'importance des médias, alors au gré des évolutions technologiques, mais par exemple, si vous prenez l'ex-URSS, ils avaient compris la force du cinéma, les chœurs de l'armée rouge, etc., qui étaient de formidables ambassadeurs pour la dialectique matérialiste de l'époque. Le culte de la personnalité, toutes ces choses-là jouent. Le cinéma, aux États-Unis, c'est pas simplement un art, c'est aussi un système politique. Et les Américains ont tout à fait compris, Hollywood a tout de suite compris l'avantage que pouvait constituer pour les États-Unis le cinéma. Ils ont fait venir les grands réalisateurs. Eisenstein, bien que communiste, est venu à Hollywood. Et on a fourni aux Américains la grammaire cinématographique. Et c'est vrai que quand vous êtes dans une salle, dans le noir, avec des personnages qui sont plus grands que vous, il y a une espèce de régression. Et effectivement, vous n'avez pas du tout le même état de fonctionnement de votre cerveau. Vous êtes dans un état de suggestion hypnotique, comme dans la foule. Et à ce moment-là, on peut faire passer dans votre cerveau tout un tas d'informations qui vont s'imprégner, s'imprimer, former des empreintes. Alors, qu'est-ce que c'est la grammaire cinématographique? La grammaire cinématographique, c'est l'art d'influencer les spectateurs par les images. Vous voyez, si vous faites un gros plan, vous êtes trop proche de la personne, il paraît effrayant. Si vous êtes trop loin, ça n'attire pas le spectateur. C'est l'art de mettre l'image en adéquation avec le message que vous voulez faire passer. C'est ça, finalement, le cinéma, bon, certains diront même c'est de la manipulation. Quand vous êtes au cinéma, on vous impose des plans. Quand vous êtes au théâtre, c'est vous le metteur en scène. Vous tournez la tête à gauche, à droite, vous regardez tel acteur plutôt qu'un autre, au gré de votre sensibilité. Au cinéma, vous avez des plans imposés. Donc, effectivement, le cinéma a joué un grand rôle. Regardez, par exemple, ça a été dénoncé par Franz Kafka, America, rapport de classe. Lui, il va aux États-Unis en étant persuadé que les États-Unis sont la méritocratie, qu'en travaillant beaucoup, on réussit. C'est faux. Donc, toutes les comédies américaines ont des comédies avec, pour les plus anciens, Cary Grant, Gary Cooper, James Stewart, ou même Clooney maintenant. Vous avez toujours le personnage sympathique qui l'emporte sur le... Regardez les westerns, c'est la lutte du bien et du mal. On trouve ça d'ailleurs, si vous regardez les élections américaines, il y a toujours un méchant et un gentil. Si vous regardez, c'est alterné. Bush était un méchant, Clinton était supposé être un gentil, Reagan était un méchant, Trump est un méchant, Obama avant est un gentil. Donc, si vous voulez, ils ont réussi à former une sorte de monde manichéen, dualiste, où aux États-Unis, quoi qu'il arrive, c'est le bien qui l'emporte. Et donc, celui qui a des ennuis dans les comédies américaines finit toujours par s'en sortir, et puis la morale l'emporte. Sauf que dans les faits, c'est pas vraiment ça. Certains vont jusqu'à dire que la vraie utopie, c'est le cinéma américain qui l'a créé. On n'a pas une vision réaliste des États-Unis, on a une vision qui vient des séries de télévisuelles, qui vient du cinéma, etc. Et donc, c'est tout ça qui nous a formés. Et ils ont tout à fait compris parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça a été l'âge d'or des produits américains, que ce soit les cigarettes, le cinéma, la musique, le jazz, etc. Donc, ils ont réussi à envahir dans la tête des gens les valeurs culturelles américaines. Regardez le blue jean. D'après certains journalistes qui avaient fait des décomptes, nous passerions 14 ans de notre vie à regarder la télévision. Bon, c'est pas mon cas, hein, Philippe, parce que je la regarde depuis 15 ans. Mais c'est affolant quand on se dit que sur une vie, on peut passer 14 ans à regarder la télévision. Du coup, ce que vous nous dites aussi récemment, c'est que petit à petit, on a éloigné les jeunes de la politique. En fait, on les a complètement coupés de l'intérêt politique. Et vous nous dites, eh bien, si vous ne vous occupez pas de politique, eh bien, c'est la politique qui s'occupera de vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que la liberté, la démocratie, ça s'entretient.
Un régime, quand il est installé dans une région, il n'est pas installé une fois pour toutes. Et on a aussi, on aurait beaucoup d'intérêt à relire Platon parce qu'il nous montre qu'il n'y a aucun régime qui soit stable. Si vous êtes, par exemple, en république ou en démocratie, et vous n'y prenez pas garde, vous allez avoir des oligarches qui vont émerger. Et le pouvoir du plus fort financièrement opprime le plus faible. Donc vous allez basculer sur ce qu'on appelait autrefois la tyrannie, la dictature, qui elle-même aura des contradictions internes. Et la roue de la révolution des régimes avance. Voilà. Donc une démocratie, ça s'entretient comme la liberté, ça s'entretient. La citoyenneté, un citoyen doit être informé. Un citoyen non informé est un sujet, comme on était un sujet du roi. Il subit. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression, vous nous le rappelez aussi, qu'il y a plus d'identité de culture nationale. Et puis maintenant, il y a un petit peu deux univers qui se sont polarisés entre les nationalistes et les mondialistes. Là aussi, j'aimerais avoir votre avis sur cette nouvelle réalité qu'on vit. Parce que pour s'intéresser à un parti politique, déjà, il faut se dire que ça peut servir à quelque chose. Comme vous nous disiez justement, beaucoup de personnes vous rigolez, mais on ne va plus voter pour élire quelqu'un, mais pour éviter le moins pire, enfin éviter le pire ou contre quelqu'un. Oui, c'est toi juste. Et d'ailleurs, dès les premières années de la Révolution, le marquis de Condorcet, qui était mathématicien, avait vu ce paradoxe. C'est-à-dire que si on vote contre quelqu'un en choisissant le moins pire des candidats, et ça veut dire que le choix est restreint et on ne tient pas compte du peuple. Quant à Alexis de Tocqueville, on lui disait « Est-ce que vous ne croyez pas que le peuple pourrait voter des lois aberrantes ?» Il a dit « Le peuple votera comme on lui dira de voter. » Donc, on est en train de se rendre compte qu'il n'y a jamais eu vraiment de démocratie parce qu'il y a un choix restreint. Alors, pour répondre à la question, il y a deux types de façons de voir l'avenir. Il y a les nationalistes qui considèrent que l'État-nation doit rester avec ce que ça comporte comme identité culturelle et les frontières. Et puis ceux qui considèrent que la notion de nation est quelque chose d'obsolète, il faut aller vers la mondialisation. Et donc, celui qui a le plus milité pour ça, c'est George Soros, qui a repris les travaux de Karl Popper, qui avait fait un remarquable ouvrage qui s'appelle « La société ouverte et ses ennemis », où il montre que une société totalitaire est une société fermée. Et donc, il militait pour une société ouverte. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que George Soros milite pour une société ouverte avec un dogmatisme idéologique. Donc, il est fermé au niveau de l'esprit et ouvert au niveau de cette conception politique. Alors évidemment, vous comprenez que les gouvernements qui sont pour la disparition de l'État-nation ne vont pas défendre leur identité culturelle. Un président qui est persuadé que son État doit disparaître, il ne va pas défendre l'identité culturelle. Donc l'identité, elle passe par les philosophes, la littérature, les conteurs, l'art de manger, la cuisine, l'art de s'habiller, etc. Les chansons, tout ce qu'on n'a plus depuis quelques mois finalement. Hein. Ben, voilà, et alors c'est intéressant, quand on veut faire science, c'est pas forcément mettre des équations, mais c'est avoir un fil de conducteur logique. Ben, si on regarde, qu'est-ce qui est frappé? Ben, deux pans de l'identité culturelle. D'une part, tout ce qui est librairie, musée, théâtre, etc., ce qu'on pourrait appeler la culture, et les restaurants qui font aussi partie de l'identité culturelle, parce que quand on va dans un pays, la première chose qu'on voit, c'est une autre façon de manger. Si vous allez au Moyen-Orient, vous n'avez pas à manger comme on mange ici. Donc, je veux dire, la culture est un prolongement de son identité culturelle. C'est une vision du monde, une façon de concevoir un mets. Si vous allez au Brésil, par exemple, on met tout dans une même assiette. Et puis, les gens vont se servir ensemble. En France, c'est assez intéressant. On a l'entrée, le plat principal, le dessert. Vous voyez, c'est séquentiel. C'est pas du tout comme au Brésil, où on considère qu'on met tout dans l'assiette et chacun va manger en fonction de son appétit et il commencera peut-être par le dessert, pourquoi pas. En France, c'est bien séquentiel. Vous voyez, Philippe, il y a une phrase qui me vient là, qui a été dite récemment par le président Macron, que vous avez en France, qu'il fallait revenir au plus vite à l'art de vivre à la française. Hein. Et c'est quand même bizarre parce que d'un côté, tout est fermé, tout est bouclé, il n'y a plus de restaurants, d'ailleurs, ils sont toujours fermés. Et puis d'un autre, on a une autorité qui nous dit il faut revenir à l'art de vivre à la française. Est-ce que ce n'est pas
est-ce qu'on peut parler de dissonance cognitive là-dedans? Ah, tout à fait, c'est une dissonance cognitive. La dissonance cognitive est une arme de choix de l'ingénierie sociale. Quand un individu est soumis à deux logiques qui s'opposent dans son champ de perception, il est obligé d'en éliminer une. Et généralement, il va éliminer celle qui est partagée par le plus petit nombre. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'on le pointe comme complotiste. Alors, pourquoi on a peur d'être qualifié de complotiste? Parce que tout simplement, dans la pyramide des besoins de Maslow, Abraham Maslow, c'est un psychologue qui a essayé de voir les besoins qui sont inhérents à tout individu. On a besoin de manger, de dormir, d'avoir un toit pour avoir la possibilité d'être sécurisé quand on dort. On a besoin d'amour et d'appartenance. On a besoin de sécurité. La sécurité vient avant l'amour et l'appartenance. Après, on a besoin d'estime de soi et de réalisation de soi. On peut dire qu'une société réussie, c'est une société qui va nourrir tous les étages. Si une société ne permet pas à ses citoyens d'avoir une estime de soi, c'est pas une société dont le but est l'épanouissement collectif. Vous voyez ? Et c'est malheureusement le cas de la France, où souvent les gens sont mis en mauvaise estime d'eux-mêmes. Alors, la pire des punitions dans les sociétés traditionnelles, c'est quand on est chassé du groupe. Mais quand on est désigné comme étant un complotiste, le troisième étage de la pyramide des besoins de Maslow est touché. Le besoin d'être dans une appartenance, que ce soit la famille, que ce soit la nation, voilà. On fait plus partie du sens commun, on n'est plus dans le socialement correct. On devient un hérétique, on devient une sorte de SDF de la pensée. Et donc, à partir de là, le rideau se ferme et c'est terminé. C'est comme si vous deveniez un lépreux ou un pestiféré, quoi. Vous avez émis des propos complotistes. Tout simplement, c'est un questionnement. Être complotiste, c'est se questionner, et ça, c'est l'art du logos. Questionner les bien-fondés des mesures gouvernementales en France, questionner le bien-fondé de tel ou tel traitement, questionner les bien-fondés d'un reset économique, questionner le bien-fondé de fermer les restaurants, etc. Ça fait partie de l'équilibre de l'esprit. Ça fait partie du logos. Donc, en fait, quand on est en dissonance cognitive, eh bien, si on n'est pas conscient de notre notre mode d'emploi cérébral, on va résumer ça comme ça, on va choisir l'option la plus communément adoptée par les autres pour faire partie du troupeau et être reconnu par les autres, c'est ça, hein? Oui, faire partie du groupe. On parlait du groupe. On pourrait dire qu'on a deux psychologies, une psychologie individuelle et une psychologie de groupe. Et on a besoin des deux. Et donc, si à un moment donné, on vous déclare complotiste, ça arrive dans beaucoup de familles, tu es complotiste, donc ça crée des tensions dans la famille, on n'appartient plus au groupe. Et à ce moment-là, la psychologie individuelle est en tension. Et donc, une façon de résoudre cette tension, c'est d'éliminer ou de s'auto-censurer, ou d'aller vers une pente naturelle qui est la pédagogie qu'on donne aux gens, hein, puisque finalement, on peut faire... Il y a un vrai paradoxe à faire. J'ai essayé de comprendre. J'ai des amis qui sont super diplômés et j'ai des gens qui n'ont aucun diplôme. Notamment, j'en ai un que je salue, un cafetier, et son degré d'analyse est supérieur à des amis qui sont largement diplômés pour avoir une analyse avec discernement. Tout simplement parce que le degré d'appartenance fait qu'ils sont à une certaine échelle, c'est ce qu'on appelle la notion d'habitus, et ils ont peur que l'effondrement social ne remette en cause leur position. Ensuite, quand on est monodisciplinaire, je pense qu'on a du mal à analyser la situation. Donc, cette critique, Georges Bernard Shaw l'avait déjà fait, puisqu'il disait, à force de connaître tout sur rien, on finit par connaître rien sur tout. Connaître tout sur rien, c'est le cas du spécialiste. Alors, c'est vrai que ça fait partie des points qui sont dans les 10 points. Et merci d'en parler parce que on se dit, moi, je me suis posé la même question que vous, hein. Comment ça se fait que des personnes qui, quand même, sont normalement, on va dire, d'un degré d'éducation avancé, se retrouvent à faire les perroquets, sans juste questionner déjà. Ça ne veut pas dire affirmer, mais poser des questions. Donc, ça serait lié au degré d'appartenance, la peur de perdre. Voilà, la structure politique les a mis à un certain niveau, donc critiquer ces structures, ça serait en quelque sorte remettre en cause la cohérence qu'ils éprouvent en étant à la position où ils sont. Donc voilà, et ensuite souvent ce sont des gens qui sont monodisciplinaires, hein. C'est pas parce que on sait manier des équations,
On a une certaine habilité expérimentale qu'on a du discernement. C'est deux choses différentes. Donc moi, mon parcours pluridisciplinaire m'a amené à me poser des questions. Vous voyez, j'ai appris la physique théorique, donc ça m'a donné une idée de la rigueur. Ensuite, quand j'ai été dans la biologie, je me suis rendu compte que des gens, quand ils parlaient de la santé, il y avait vraiment un clivage. Vous avez des gens qui, vous prononcez une médecine alternative, c'est terminé, vous devenez un hérétique. Donc ça m'a amené aussi à voir la rationalité aussi des gens. Vous voyez, par exemple, vous allez au Brésil, si vous êtes pluridisciplinaire, les gens trouvent ça intéressant. En France, vous êtes suspect. Et je me souviens d'un ambassadeur qui m'avait traduit à Brasilia. Il était professeur d'économétrie. Alors, vous savez, le Brésil, il y a toutes les rationalités réunies, quoi. Donc, après la conférence, je l'invite au restaurant. Et là, il enlève sa cravate. Il me dit, maintenant, passons aux choses intéressantes. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur les extraterrestres? Donc, moi, j'ai fait un bond. Vous voyez, à l'époque, voilà. Et puis alors, il me dit, ce soir, je fais tourner les tables, on fait un hommage à Allan Kardec. Et donc là aussi, je fais un bond. Puis à la fin, il me regarde un peu triste et il me fait, si vous voulez, demain, je donne un cours d'économétrie à l'université de Brasilia, c'est plus dans vos cordes. J'aimerais vous demander une chose que j'avais notée, et ça concerne les médecins, là, parce qu'on a parlé quand même brièvement d'appartenance à un groupe. Et il se trouve que beaucoup de médecins m'ont appelé depuis le début de cette crise pour se plaindre et me faire part de leurs questionnements, de leur colère, sans oser prendre la parole publiquement par peur d'être chassés du groupe. Et j'aimerais juste que vous nous disiez quelle est votre vision de la prochaine révolution en ce qui concerne les postes de médecins. Est-ce que, parce qu'on parle beaucoup de machines maintenant et d'évolution, de révolution, etc., avec toute cette intelligence artificielle, est-ce que les médecins, parce que bon, maintenant, il y en a beaucoup qui ont peur d'être chassés du groupe, mais est-ce que le métier de médecin, selon vous, va être toujours d'actualité dans les prochaines années? Non. Non, j'ai été en relation, je tairai son nom, avec un professeur de bioéthique à Lyon 3. On a beaucoup échangé et il me disait que finalement, les ordinateurs sont capables de remplacer les médecins. Donc on peut envisager, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais on va se connecter sur Internet dans un futur relativement proche, si effectivement on va dans cette direction. Il y aura un logiciel qui vous dira, vous avez tant de probabilité d'être malade. Donc maintenant, on a des robots qui sont capables de lire une ordonnance et de sélectionner le médicament que le patient voudrait avoir. Donc, plus besoin de pharmacie. Et puis, à la limite, vous cliquez et il y a un drone qui vient vous livrer. On vous dira que vous pourrez être en consultation 24 heures sur 24. Et voilà, le but, c'est peut-être de faire moins de mémoire, parce que le médecin est quelqu'un qui appuie beaucoup sur la mémoire et plus d'intuition et de clinique. La médecine est un art. Il faut qu'elle retrouve son art, et pour qu'elle ait cette dimension artistique, il faut qu'il y ait des artistes. Donc autrefois, quand on passait à l'internat, il y avait une épreuve redoutable qui était l'épreuve clinique. Maintenant, ça se fait à coup de QCM. Et je trouve que les médecins devraient reprendre, parce que ce sont des gens intelligents, mais effectivement, avec une telle formation, au bout d'un moment, on finit par se transformer en robot. Donc, c'est effectivement, si un médecin est surtout sélectionné sur sa mémoire, un ordinateur est beaucoup plus performant, vous voyez. Et ça pose une autre question, c'est-à-dire que on voit bien que le plan, c'est de faire en sorte que les technologies, donc l'infosphère, aillent de plus en plus vite, de façon à ce qu'on soit en infériorité vis-à-vis de cette infosphère, et la tentation est grande de doper les gens. On est dans un système qui va de plus en plus vite, quoi. Et quand on arrivera aux ordinateurs quantiques, la vitesse de l'influx nerveux, c'est 100 mètres par seconde, et la vitesse de la lumière dans un ordinateur quantique, ça sera 300 000 km à la seconde. Il y aura un rapport 3 millions. Donc, toute la problématique qui va se poser à l'humanité, est-ce qu'elle va être en mesure d'accepter que la machine, au sens symbolique du terme, la dépasse, ou elle voudra être rehaussée au niveau de la machine au risque de perdre son autonomie humaine et sa souveraineté humaine et de devenir une sorte de cyborg. Et le problème, il est là, quoi. Donc, il y a des tas de professions. Si vous lisez le rapport du World Forum économique Klaus Schwab, on vous dit que d'ici 30 ans, 85% des professions vont disparaître. Conseillers financiers dans les banques, médecins, pharmaciens, hôtesse d'accueil, professeur d'université. On peut très bien envisager que l'élève choisisse le professeur qui lui fera cours. Ça sera un robot. Est-ce que vous voulez un homme, une femme, jeune? Est-ce que vous voulez
les cheveux frisés, enfin une option, quoi. Et on vous dira que c'est beaucoup plus agréable pour l'étudiant et ça participe à sa capacité de mieux apprendre. Alors, il Donc y a quand même quelque chose qui me fait froid dans le dos, Philippe. C'est quand vous mentionnez Laurent Alexandre, qui, effectivement, nous dit que dans quelques années, dans un entretien d'embauche, on va vous poser une question. Laquelle? Oui. Est-ce que vous avez une valeur ajoutée par rapport à la machine, au robot ou à l'ordinateur? Et si la réponse est non, vous ne serez pas embauché. Et vous comprenez, c'est logique que si effectivement 85% des métiers vont disparaître, il faudra bien, comme à Rome, donner un minimum. Et le minimum, c'est le revenu universel. Et le revenu universel, dans un monde où il n'y aura plus de travail, bah, c'est une forme d'esclavagisme. Mais en inverse, c'est-à-dire qu'on l'oublie, quand on paye des impôts, bah, finalement, c'est comme si on avait engagé un gouvernement. Mais là, c'est vous qui serez employé du gouvernement. Donc, avoir la subsistance, il y aura forcément des contraintes. On dit souvent que la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Donc, les contraintes, ça peut être la vaccination obligatoire, etc. Donc, c'est des potentialités. On va faire une émission sur cette notion de potentialité. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais il faut avoir conscience de la logique. Vous voyez, à partir du moment où vous voyez une logique se mettre en place, c'est sûr que la machine est en compétition avec l'homme. À partir du moment où on a introduit des objets jetables, vous voyez quel est le problème qui se pose, y aura-t-il des hommes jetables? C'est-à-dire des hommes qui auront une durée de vie limitée. Ça pose tout un tas de problèmes. Alors évidemment, Laurent Alexandre, c'est assez effrayant. Il voit des dieux, lui. Voilà. Et je n'ai pas trouvé très très pertinent son discours. Il parle d'un homme qui vivrait plus de 2 siècles, qui est déjà là, on l'attend. Vous avez Kevin Warwick qui s'est fait installer une puce dans son cerveau. Il est tout content parce qu'il peut ouvrir son garage ou son ordinateur. J'ai envie de dire chouette. Ok. Il nous annonce qu'on aura accès à la télépathie depuis 15 ans. Il n'y a pas eu accès à la télépathie. Et je voudrais dire que finalement, il faut faire attention parce qu'on risque d'avoir une compétition avec l'ordinateur. Et effectivement, si on va jusque dans la logique, ben, un ordinateur, ça s'utilise. Quand il est obsolète, ben, on le supprime. Et donc, on n'aura plus du tout la notion d'humaine nature. Ça pose aussi une question sur l'accès aux pièces. Je suis quelqu'un de très pragmatique, Philippe. Si on a une puce pour s'upgrader, on va dire, pour se donner un upload, un plugin incorporé, ça veut dire qu'on dépend du fournisseur de la pièce. Si elle est défectueuse, il faut quand même la changer. Effectivement, on est plus souverain de son propre corps au final. Ben, c'est le but. On propose dans le World Forum économique de pouvoir changer les organes, mais moyennant votre code génétique, et donc votre corps vous appartiendra plus. Et puis, il y a une dépendance au secteur privé, comme il y aura une augmentation de la fracture sociale. Si vous avez des gens qui peuvent vivre plus longtemps que la moyenne, qui ont une intelligence découplée, une force découplée, on retrouve la mythologie. Il y aura les dieux, les demi-dieux et les mortels. Alors, vous voyez bien, c'est un peu logique. On voit bien que ni Facebook, ni tous les géants du net, le GAFAM, sont connus pour leur humanisme. Je ne vois pas pourquoi subitement ça changerait. Donc, ça va être une histoire de commerce. Et puis, si la pièce, on a décidé de ne plus la produire, vous ne pourrez pas changer votre organe. Donc, c'est tout un questionnement. On joue sur la peur numéro 1 des gens, qui est la peur de la mort. Et donc, on leur propose l'immortalité. On revient sur les mythes qu'on trouve depuis l'épopée de Gilgamesh, le premier roman sumérien, où Gilgamesh essaye de trouver le secret de l'immortalité, et on tourne autour de ça. D'ailleurs, la pandémie joue sur ça, la peur de mourir et la peur fondamentale, princeps, comme on dit, de l'homme, qui est sa propre mort. Et c'est vrai que dans les médias, depuis le mois de mars, en tout cas en Europe, on a été inondé d'images qui nous ont fait peur. On a vu des Chinois tomber dans la rue comme des mouches à Wuhan. On a vu des mises en scène très difficiles émotionnellement à tenir. Ça a fait aussi appel à notre culpabilité. On y reviendra parce que ça fait partie des prochains points. En tout cas, aujourd'hui, on a pu parler du divertissement. Vous nous avez parlé du pain et des jeux. Donc, on remplace en 2020 le pain par un revenu universel potentiel. À voir, ça fait partie des choses à envisager. Merci Philippe. La prochaine fois, on se verra pour parler, entre autres, de la notion de créer un problème pour mieux le résoudre. Oui. Ça, c'est très intéressant, les amis. Je pense que vous allez pouvoir digérer tranquillement tout ce que vous a expliqué Philippe. C'est passionnant, en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Emma.
On est Merci pour la parti. qualité de l'échange. Donc, on se retrouvera, les amis, la semaine prochaine pour la suite des aventures. Merci infiniment, Philippe, pour vos explications très faciles à comprendre. J'espère. Je souhaite à tout le monde une excellente fin de journée et à bientôt. À bientôt, les amis, et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile ou faire plaisir à quelqu'un en ces périodes de pré-Noël. Ça fait partie des cadeaux à faire. Comment connaître son mode d'emploi et ne plus se faire manipuler. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. À très bientôt. À très bientôt.